Tu sais quoi? Peut-être on va commencer par la fin. La fin qui est heureuse puisqu'on est sorti des camps. Et à ce moment-là, il fallait recommencer. Je suis allée à l'école. Et donc, en fin de compte, je commence par la fin de l'histoire pour montrer qu'il y a eu pour nous une fin heureuse. Quand on est sorti des camps, je me rappelle très bien, on m'avait acheté une corde à sauter. Et j'ai sauté sur la corde et mon père a pris plusieurs photos. Et je suis très fière. Tu vois, je suis très contente. Et j'étais heureuse d'avoir, je me rappelle, j'étais heureuse de sauter à la corde. C'est ma photo de classe. Je pense que ça correspond à un CE2. Et sur cette photo, moi je suis là. Voilà, je suis là. Et il y a 41 élèves là-dedans. Toutes ont été dans un camp ou cachées chez des gens, ou bien dans un ghetto. Et tout le monde, j'ai été même en classe avec des élèves qui ont été dans le même camp que moi. J'ai vécu avec ces élèves et personne n'en a jamais parlé. Personne n'a parlé pourquoi elle n'avait plus ses parents. C'était une très bonne amie, elle n'avait pas de père et pas de mère, elle habitait avec une tante qui était très désagréable. On n'a jamais posé la question, c'était comme ça, elle n'avait pas de parents. J'avais vécu avec eux quand même pendant 2 ans. Et jamais on en a parlé. C'était une histoire qui ne nous concernait pas. On n'était pas concernés, on était des enfants. On était une classe très dissipée. Et je crois qu'on a commencé toutes à y réfléchir 50 ans après. Peut-être que les parents qui étaient rescapés ou les rescapés tout bêtes voulaient nous épargner. Et donc, ils ne se rendaient pas compte combien nous, quand même les enfants, combien on nous avait volé notre petite enfance. Et là, c'est une des rares photos, parce que c'est mon père qui prenait les photos toujours. Et là, je pense que c'est ma mère qui a pris, mais c'est la seule presque que j'ai avec mon papa avant la guerre. Là, c'est une photo qui a été prise juste avant qu'on parte. C'est une photo d'identité. La peinture a été faite d'après la photo. C'est Francine a fait ça. Là, c'est la 3e photo. Elle est très importante parce que c'est la photo du consulat du Honduras. Et mon père a acheté ce certificat, ce passeport qui dit que nous sommes de nationalité du Honduras. Et c'est une photo qui a sauvé notre vie. On a pu quitter le camp de Bergen-Belsen et on n'a pas été emmené à Auschwitz puisqu'on est parti en mars 1943 et on nous a mis pendant 2 semaines dans un théâtre. C'était la Hollandse Schouwburg, c'était les théâtres hollandais qui étaient un petit peu, vous avez entendu parler de Drancy, oui. Une promiscuité totale. Moi je pleurais, il paraît, tous les enfants pleuraient toute la journée et toute la nuit, les enfants étaient malades et personne ne savait ce qui allait se passer. Je pense que les adultes également ne comprenaient pas ce qu'il allait se passer, donc ils ne pouvaient pas non plus rassurer tellement les enfants qui étaient malheureux. Puis après on a été amenés dans un premier camp, c'était aux Pays-Bas, c'était Fürth, où là c'était le pire. Les enfants étaient séparés des parents et c'est là où le plus d'enfants sont morts. Moi j'étais dans un transport avec mes parents et il y avait 200 enfants, il y en a 20 qui sont revenus. Et les autres sont morts dans ce camp de misère, de maladie, parce que il y avait la maladie, moi j'ai attrapé dans ce camp la varicelle, la rougeole, la pneumonie. On m'a dit que je ne pouvais même plus marcher tellement j'étais affaiblie. Il y a un élève lors d'un témoignage qui m'a demandé « Mais madame, qu'est-ce que vous faisiez dans le camp ?»
Puis j'ai réfléchi. Il n'y avait strictement rien pour les enfants. Les parents travaillaient. Et nous, les enfants, on ne jouait même pas ensemble les uns avec les autres. J'ai aucun souvenir d'avoir joué. Il y avait juste la peur, la faim, et il n'y avait rien. Et donc les journées, les mois, on est resté dans ce dernier camp, on est resté pendant 1 an. Et même la mort était certainement présente, mais il y avait des jumelles dans ce camp que je voyais, on les voyait. Et un jour, elles s'appelaient Naomi et Ruth. Et un jour, on ne voyait plus Ruth. Et j'ai demandé où est Ruth. Et on m'a dit elle est morte. Bon, ben, elle est morte. Elle devait être morte de typhus. J'ai un souvenir et je jouais avec, je ne sais pas si vous savez encore ce que c'est, du raffia. J'avais 5 ans. Et il y a une femme soldate qui est passée. Et elle m'a regardée. Et moi, j'étais pétrifiée. Et je savais qu'il était défendu et j'avais peur qu'on me tue. Et j'ai dû la regarder, et elle m'a regardée, et elle a peut-être, je pense qu'elle a eu pitié de cette petite fille que j'étais, et elle est passée. Donc elle a été attendrie. Ma mère a réussi à donner des cours de français et d'anglais à une catégorie de juifs, c'était des Grecs, qui travaillaient dans la cuisine. Et ils voulaient apprendre le français ou l'anglais, pensant qu'on serait quand même un jour libérés. Et ma mère, parlant parfaitement le français et l'anglais, leur a donné des cours et il a payé en nourriture pour moi. Parce que la nourriture dans le camp était plus que succinct. Ça consistait, je crois qu'il y avait 7 cm de pain par semaine, par personne, par semaine. Il y avait de la soupe d'ortie. Et c'est tout. C'était un camp, Bergen-Belsen, où on ne gazait pas, mais où les gens mouraient de typhus, de malnutrition, de coups. Et donc, pour mon anniversaire, et ça c'était un événement dont je me souviens pour mes 6 ans, on m'avait donné une tartine de pain avec des flocons d'avoine dessus qu'elle avait eu des Grecs. Et sur la tartine de pain, on avait dessiné un 6 pour mon anniversaire et j'ai eu un petit lit en bois qu'un monsieur dans le camp avait fait pour moi avec une poupée en bois dessus. Ma mère elle portait des robes avec des petites fleurs et elle avait amené une malle dans le camp avec des vêtements et il y avait aussi les robes dedans. Et à un moment, la malle n'était plus là, quelqu'un avait volé la malle. Et moi je pleurais sur les robes des petites fleurs et je pense que ça me rappelait quand même des souvenirs heureux. Il y a eu un bombardement, les Américains se sont trompés et ils ont bombardé le camp. Je hurlais parce que les avions volaient très très bas et on les voyait et les bombes qui tombaient, et ma mère n'était pas là et mon père n'était pas là et tout le monde hurlait et je croyais qu'elle était morte, que tout le monde était mort. Voilà, je voulais raconter comment quand même on a pu sortir. On avait un certificat qu'on était citoyen du Honduras. Et quand les Allemands avaient décidé qu'il y aurait un échange entre les prisonniers de guerre allemands et les gens qui avaient une nationalité neutre, qui était neutre, ils ont fait un échange et il y avait 200 personnes qui étaient sur une liste. Et tous les jours, pendant 2 semaines, il fallait aller à l'appel le matin et le soir. Et les gens qui n'étaient pas à l'appel étaient rayés de la liste et donc ne partaient pas. Mon père, l'avant-veille, pour le dernier appel, ne pouvait plus bouger. On l'avait battu. Il avait les reins complètement bloqués. Il était énorme. Et ma mère savait très bien que s'il n'allait pas à l'appel, on ne partirait pas. Et si on ne partait pas, eh bien, on ne survivrait pas. Donc, elle a crié, elle a hurlé. Et moi, je lui tapais dessus. J'adorais mon père. Et j'ai dit, il ne peut pas venir, laisse-le tranquille. Et heureusement que ma mère, très têtue, l'a traîné dehors, jusqu'à dehors.
Il est allé à l'appel parce que sinon on ne serait pas parti. Et le lendemain, on est parti en effet. Et je pense que ça a déterminé toutes mes relations aussi avec mes parents, parce que j'ai toujours protégé mon père. Mais il est vrai que je n'ai jamais eu le père joyeux, gai comme il était apparemment. Il est sorti des camps en quelque sorte comme un homme qui n'était pas là, qui était mort. Quelque chose a été brisé à tout jamais dans sa vie. Il y a des gens qui sont sortis des camps renforcés, prêts à prendre une revanche sur la vie. Mon père, non. Je voulais savoir si après tout ce que vous avez vécu, vous avez eu des engagements dans la vie par rapport aux femmes ou... Oui, alors des engagements, j'ai tout fait. Je suis allée une première fois en Union soviétique, juste avant les JO de Moscou en 1979, quand il y avait une très grande répression par rapport aux Juifs qui voulaient quitter le pays. Et j'ai été une battante hors pair. Je me suis accrochée aux grilles à l'ambassade d'Union soviétique. Je suis allée 5 fois en Union soviétique. J'ai visité des prisonniers qui étaient sortis. Je me suis engagée totalement. Et ensuite, je me suis engagée pour les femmes, ce que je fais toujours. Et j'ai décidé que maintenant, depuis 1 an, à témoigner sur la Shoah, sur l'Holocauste. Et je fais ça, il ne faut pas me demander comment, j'ai décidé ça presque du jour au lendemain, que ça suffisait comme ça, que je ne pouvais pas rester éternellement cachée derrière tous ces non-dits. Et je le fais maintenant, et c'est pour ça que j'ai accepté de faire ça, ce film pour vous, parce que je sais que ma génération, je suis de la dernière génération à avoir vécu life en vrai, cette période, parce qu'après moi j'étais toute petite, après moi ça sera l'histoire, et je pense que l'histoire n'est pas vraiment la réalité, qu'il n'y a que les gens qui l'ont vécu, qui peuvent raconter ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que je l'ai fait, et je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de faire ce film. Raphaël, 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 Raphaël. It haunts me every night that I never got to know him, the way he lost his life, deported, killed or missing, casualty of war, family torn apart. As they put him on the train, he wrote his last refrain. There's so much more to tell. Over this magic man, a whole life to unveil. Picture of Raphael, picture of Raphael, Orion, cruise the whole world in search of the song. The picture of Raphael, Orion, show me the land of my heart and soul. The picture of Raphael and Orion, tracing the roots of the family bond. The picture of Raphael, Orion, telling the truth hidden so long.